Salut Didier, c'est à vous. Alors je ne sais pas si c'est dû à la présence parmi nous du très empathique Serge Moati, qui est un peu la Mireille Dumas des hommes politiques, en moins frisé. Mais ce matin, je me sens enclin à la repentance. Je suis en effet souvent le premier à me réjouir lorsque les représentants de la force publique sont victimes d'une quelconque avanie, conformément à la tradition bien française, qui veut que lorsqu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Merci Brassens. J'ai décidé ce matin de déroger à cette règle de conduite en exprimant exceptionnellement ma compassion aux agents de la direction des renseignements généraux qui enquêtent sur un site de poker en ligne et qui, à cette occasion, ont été obligés, je cite leur communiqué, d'entendre Patrick Bruel pendant plus de 3 heures en début de semaine, sans mesure coercitive. Comprenez par là que les policiers ont même pas pu bâillonner le prévenu, ni utiliser le bottin téléphonique pour l'empêcher de chanter. Quel sale boulot ils font quand même, hein. L'info est dans Le Monde, datée d'aujourd'hui, je vous la recommande. PPDA a confirmé avoir refusé la proposition que lui ont fait plusieurs membres du CSA de prendre la présidence de l'organisme de régulation de l'audiovisuel en remplacement de Dominique Baudis. Il a estimé qu'il avait encore quelques belles années de présentation du journal télévisé devant lui. Il attend avec impatience la mort de Fidel Castro, qui ne devrait pas tarder pour pouvoir le réinterviewer une deuxième fois. Vous allez remettre ça sur le tapis. Franchement, quel dommage que PPDA ait refusé avoir à la tête du CSA un gars qui a été condamné par la justice pour recel d'abus de biens sociaux parce qu'il se faisait offrir des week-ends tout frais payés par un homme politique véreux. Ça aurait eu de la gueule. Avis aux membres du CSA qui lui ont fait cette proposition judicieuse. Ne désespérez pas, les amis. Il paraît que Pascal Sevran est d'accord pour occuper le poste. Mais quand vous tenez quand vous mordez, vous gardez le morceau. Il a plein d'idées, notamment sur le financement de la redevance. Pascal propose que son montant fasse l'objet d'un calcul individualisé. En dessous de 16 cm, tu es exempté. Par contre, au-dessus de 22, tu payes plein pot. Quand je vous disais en début de semaine que l'éditeur de Pascal Sevran devait avoir du boulot en ce moment pour rendre son prochain manuscrit présentable, j'avais eu le nez creux, semble-t-il. Selon l'Express paru hier, en effet, dans son prochain journal de l'année, apparaître dans quelques jours, Pascal avait écrit qu'il fallait non pas stériliser, mais carrément châtrer la moitié de la planète. La phrase a été supprimée in extremis. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Pascal Sevran, mais au moins il a de la suite dans les idées. Et tant qu'à faire, autant joindre l'agréable à l'utile. Au-delà des contingences démographiques, il paraît que lorsqu'on le châtre, le noir chante mieux. En tout cas, c'est ce qu'a cru comprendre Pascal en regardant la Star Academy cette année. Non, je déconne, pauvre Cyril. Cyril, vous savez, c'est le petit Martiniquais qui est en finale de la Starac, qui a une voix de fille. Bon, on est content pour lui, le problème c'est qu'il amène de l'eau au moulin de Pascal Sevran. Autre info qui date de la semaine dernière, cette fois-ci, elle concerne notre ancien collègue de bureau Guy Carlier, qui a été condamné par la justice pour avoir, dans une de ses chroniques à la télé, identifié le patronyme de Julien Courbet à un gros mot. Genre, attention à ne pas marcher sur Julien Courbet, ou alors faites-le du pied gauche, ça porte bonheur. Hein, vous voyez l'esprit. Eh bien ça vaut 1 500 € de dommages et intérêts. Pour Courbet, personnellement, je trouve assez réjouissant que Julien Courbet porte plainte parce que son nom est assimilé à un gros mot, alors qu'il produit depuis des années d'abord une séquence devenue depuis une émission entière intitulée La guerre des voisins et qui consiste à débarquer dans des quartiers pourris où règne l'échec scolaire et la promiscuité afin de filmer des pauvres en train de s'agonir d'injures plus ou moins exotiques mais toujours puissamment imagées, genre celle-ci dont j'ai gardé un souvenir ému: va-t'en sale pute, ton cul n'est pas propre. Et oui, Julien Courbet est capable de te faire 52 minutes de prime time sur TF1 avec que des voisins qui se traitent de sales morues pourries ou de gros enculés qui puent du gland. Et à côté de ça, il porte plainte parce que Carlier a dit que c'était une merde. Chochotte, va. Afin de ne pas m'exposer à une pareille déconvenue, je vais de ce pas démentir l'accusation de Guy. Non, Julien Courbet n'est pas une merde. Et c'est précisément parce qu'il n'en est pas une qu'on peut lui reprocher d'en produire autant. En pédalant sur la toile ce matin, oui, personnellement, je suis incapable de tenir plus de 2 secondes sur une planche de surf. Hein. Par contre, le pédalo, je maîtrise. En pédalant sur la toile, donc, j'ai trouvé une info qui concerne Serge Moati. C'était sur le site du Nouvel Observateur, à mettre au conditionnel, a priori. La direction de France 5 serait embarrassée par le ton trop compassionnel dont notre invité aurait usé à l'égard de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il l'a reçu dans Riposte il y a peu. Vous me passerez le truc, d'accord ? Voilà, je vous le dis, je sais pas, moi j'ai vu ça dans le Nouvel Observateur. Mais vous me le passerez, puisque vous le citez. Je vous le dis tout net, je n'ai pas vu cette émission. Par contre, j'ai lu la déclaration que Serge Moati a fait au JDD quelques jours après. J'en suis resté un chouïa sur le cul, je dois l'avouer. Je compte sur vous, Serge, pour nous dire si vous avez bien tenu les propos suivants. Le Pen est un type sympathique, marrant et cultivé. Il a quelque chose de ces grands bonshommes que l'histoire traverse et qui traversent l'histoire. Alors, est-ce que vous avez vraiment dit ça, Serge Moati, au JDD ? Serge Moati.
Serge Moati, est-ce que vous avez dit ça au JDD? J'ai dit ça et j'ai pas dit que ça, et c'est une phrase qui a été reprise et extraite de son contexte, mais qu'il soit marrant, sympathique et cultivé me paraît plus qu'évident, et il n'y a que vous, dans votre cécité, peut-être qui ne vous en rendez pas compte. En tout cas, beaucoup de Français s'en rendent compte, et sinon, il ne serait pas Le Pen, s'il était comme ça. Donc c'est idiot. Vous voyez. Attendez, vous voyez la réponse à la fin de mon papier, si vous voulez bien, j'en ai pas pour longtemps. Bon, moi je suis là pour donner des leçons à qui que ce soit, hein, pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Je vais quand même profiter de l'occasion pour signaler à nos auditeurs la parution d'un ouvrage intitulé Histoire secrète de la Ve République, que j'ai amené là, aux éditions de La Découverte, sous la direction de Roger Faligot et de Jean Guinel. Alors pour tous ceux qui pensent que Le Pen est un type sympathique et surtout marrant, je recommande la lecture des pages 45 et 46 de cet excellent ouvrage. Je ne vais pas vous les lire à l'antenne car ça serait du kidnapping émotionnel. Je préfère laisser ça à d'autres confrères beaucoup plus doués que moi dans cet exercice. Sachez seulement qu'il s'agit du récit de l'assassinat par les parachutistes du lieutenant Le Pen, d'un militant FLN à Alger dans la nuit du 2 mars 1957 à son domicile et en présence de sa famille. Ce récit a fait l'objet de plusieurs procès intentés par son principal protagoniste qu'il a finalement perdu. Il a donc valeur aujourd'hui de vérité historique. On y lit notamment le témoignage du fils de ce militant FLN, âgé de 6 ans à l'époque des faits, qui raconte comment il a vu un des hommes de Le Pen sauter à pieds joints sur le ventre rempli d'eau de son père, lequel a été ensuite terminé à l'électricité. Faut-il rappeler qu'à l'époque, le lieutenant Le Pen était déjà député de la République, donc il savait ce qu'il faisait. Jeunes auditeurs qui ne savaient pas encore pour qui vous allez voter en mois de mai, lisez ce passage, histoire de bien mesurer à quel point Le Pen est marrant. C'était ma rubrique. Il paraît qu'il ne faut pas diaboliser Jean-Marie Le Pen, car on ne guérit pas une maladie en cassant le thermomètre. Peut-être, mais c'est pas en s'asseyant dessus que la République aura moins mal. Joyeux Noël. Didier Porte. Alors, Serge, on va répondre sur, peut-être pas sur Le Pen, mais sur Riposte. Vous voulez répondre d'abord à Didier sur On ne répond pas à des injures, des insultes, c'est pas un papier, c'est un papier hygiénique, c'est tout. Ouais. Alors, juste sur... donc, voilà, si vous voulez. Sur le fond, quand même, Serge, c'est quelque chose qu'on a entendu. Mais le problème, c'est que ce truc d'empathie, c'est un peu vous qui l'avez ramené d'ailleurs dans le journalisme. C'était déjà le cas quand vous aviez fait un premier reportage sur Jean-Marie Le Pen, qui durait, je sais plus, c'était 2 fois 52, 90. Non, une fois 90. Une fois 90, pardon. Et moi, voilà. Et vous nous aviez expliqué un film que vous avez vu, parce que c'est un film extrêmement dur sur Le Pen. Ah oui, mais ça, bon. Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Ah bon, d'accord. On s'était déjà vu à cette époque-là, je vous avais interviewé là-dessus. Ah oui. Et vous m'aviez expliqué le principe de l'empathie dans le journalisme, et moi j'avais trouvé ça justement intéressant. Parce qu'effectivement, face à Le Pen, il y a toujours deux attitudes. Enfin, je vais dire une banalité, mais il y a ceux qui disent allez, haro sur lui, sauf que malheureusement, la plupart du temps, ceux qui votent pour Le Pen n'écoutent pas ce discours-là. Et puis il y a ceux qui essayent, mais parce que vous avez le postulat de vous dire, évidemment que les gens savent que je ne suis pas pour Le Pen. Et grâce à ce postulat, vous essayez d'avoir une autre attitude. Mais peut-être que certains l'oublient. Je pense que, par exemple, vous voyez, sérieusement, je pense qu'on aurait mieux fait de l'écouter un peu avant 2002 que de le découvrir au 21 avril 2002, sans avoir voté, bien sûr, et se manifester dans la rue en disant fasciste, le peuple aura ta peau, etc. Vous vous souvenez des grandes manifs après le 21 avril. Je pense qu'il faudrait mieux entendre ce que dit Le Pen et entendre ce que disent les gens qui votent Le Pen. Ça ne veut pas dire ne pas les combattre, mais entendre. Ça me paraît important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. À part ça, c'est vrai que c'est un personnage dans la vie qui est sympathique, rigolo. Enfin, la question n'est pas là. Ça n'empêche pas de savoir ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de penser à tout ça. Mais il se trouve que dans la vie, oui, c'est un personnage intéressant. Et alors, quelle est la contradiction ? Je ne comprends pas. Ou alors, peut-être vous, avec votre talent inouï, cette espèce de formidable faconde que vous avez, vous allez nous expliquer. Et vous allez décerner comme ça, vous allez vous auto-décerner un brevet d'antifascisme. Mais on nous reproche beaucoup de leçons. Alors, cela dit... c'est vrai, oui. Non, c'est vrai, on le fait. Je trouvais ça obscène, ce papier. Cette obsession de la castration, du machin. N'inversez pas les rôles, s'il vous plaît. Je trouve ça obscène. Salut Didier, c'est à vous. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la présence parmi nous du très empathique Serge Moati, qui est un peu la Mireille Dumas des hommes politiques, en moins